L'homme de main de l'empereur était vraiment sûr que le nécromancien devait sombrer face à l'armée de monstres qui devait l'intercepter s'il tentait d'atteindre le nord. Cependant Sungwo était bel et bien là, et avait détruit le pilier de flamme au centre de la ville de Pyeongtaek. Même après avoir vu cette scène accablante, l'homme de main est dans le déni, mais la joueuse dit que c'est certainement l'œuvre du nécromancien. L'un des envoyés dit « Comment ce type a-t-il pu arriver ici aussi vite ?» Et la joueuse répond que ce n'est pas important pour le moment. Ils enquêtaient sur un moyen de l'éliminer, mais il semble que l'empereur va s'en charger de toute façon, ils vont donc simplement s'éclipser d'ici. Sungwo descend ensuite vers la tour en ruine, il y a beaucoup de boules de feu ardentes qui montent d'en bas, ce qui signifie que ce type est toujours vivant là-dessous. Sungwo dit que personne d'autre que lui ne peut supporter cette chaleur, et le chevalier noir est d'accord avec lui, en disant qu'il a l'impression que ses pieds fondent. Sungwo demande au chevalier noir de l'aider à arrêter les autres monstres qui essaieront de protéger la salamandre. Au même moment, des monstres puissants de type lézard commencent à grimper sur les décombres, et le chevalier noir dit qu'aujourd'hui il pourrait être capable de compléter le temps restant pour que l'œuf de dragon éclose. Sur ce, à la fois droit et le chevalier noir se précipitent vers la vague de monstres. La vague de chaleur sous Sungwo semble devenir chaotique, et après quelques instants, quelque chose explose hors des débris. Cet être se révèle être le boss de terrain, la salamandre, et il demande qui est le trou de balle qui a fait ça à son territoire. Sungwo répond « Il faisait tellement chaud que j'ai essayé de ventiler l'endroit, mais depuis que tu as commencé à parler ça ne fait que s'empirer. » En réponse, la salamandre dit qu'il ne demandera pas qui il est, mais qu'il va simplement le réduire en cendres et les disperser sur le sol de sa chambre. Sungwo le nargue en disant qu'à la différence du roi de la montagne, il est bien qu'il ne parle pas trop. Après l'échange musclé, Sungwo et la salamandre commencent à s'affronter. Pendant ce temps, de l'autre côté des montagnes Tabaek, Jisuyun et Anno ont été téléportés quelque part avec le roi. Leur destination se révèle être une grotte, et Jisuyun dit qu'elle pensait qu'ils allaient être directement téléportés en Corée du Nord. Le roi dit qu'il ne peut malheureusement pas exécuter une magie aussi pratique. Cette grotte se situe dans les montagnes Tabaek, là où l'énergie de l'esprit des montagnes se rassemble. Les montagnes ont quelque chose comme des vaisseaux sanguins, et à travers eux, ils peuvent se déplacer instantanément n'importe où dans le périmètre de la montagne. Jisuyun dit qu'il fait un peu trop sombre, alors elle allume son propre feu, tout l'endroit devient plus lumineux. Anno dit qu'il est curieux de connaître quelle est cette compétence. Jisuyun explique en disant que c'est le Fenfire qu'elle a obtenu grâce à une quête quand elle était dans les montagnes du Tabaek. De plus, c'est un objet exclusif. Il renforce grandement les compétences qui dégagent du ki et peut également se lier aux autres compétences qu'elle possède. Anno d'un air désintéressé, répond qu'elle a déniché un objet rare. En avançant davantage dans la grotte, il trouve un lac. Anno est assez émerveillé par la beauté de ce lac, il y a une tonne d'objets cachés autour du lac. Le roi dit que c'est sa maison au trésor, et ils peuvent choisir un seul objet de leur choix. Anno dit que c'est bien que Sungwo ne soit pas là, sinon il se serait battu avec le roi pour mettre la main sur tous ces objets. Le roi trouve une hache, qui semble être son précieux objet principal. Pendant ce temps, Anno essaie de trouver quelque chose de tape à l'œil. Après un moment, il trouve un pot au look intéressant, mais Jeune Lion apparaît derrière lui en disant qu'il ne peut pas prendre cette liqueur. Jisuyun demande si cette liqueur contient le noyau interne, et Jeune Tigre confirme son soupçon en disant que c'est le noyau interne qu'elle a apporté. Le roi dit que cet objet est trop puissant pour les humains, il contient toujours l'énergie de la montagne et devient de plus en plus concentré. Sur ce, le roi dit à Jisuyun de choisir ce qu'elle veut. Jisuyun prend une épée classée légendaire, le nom de cette épée est Ulfbert, et c'est une épée légendaire à une main. À chaque fois que le joueur frappe l'ennemi, sa force physique et son énergie augmentent d'un point, et cela peut se cumuler jusqu'à 10 fois. En atteignant le maximum de cumul, le champ de bataille est activé pour 5 minutes. Le champ de bataille confère une immunité contre les effets de statut et l'utilisateur ne ressent aucune douleur. En même temps, une autre notification informe le joueur que certaines conditions ont été satisfaites. Les 3 conditions sont les suivantes, être un résident de l'Arbre-Monde, posséder l'épée légendaire des Vikings, et la dernière condition est encore inconnue, Jisuyun a eu de la chance avec son choix récent. Le roi en sait quelque chose, mais il lui dit qu'elle en apprendra davantage à ce sujet dans le futur. Anno a choisi un casque en métal pour avoir l'air cool pendant les combats, il dit que cela complétera bien sa forme d'Azura. Le roi lui dit de faire ce qu'il veut. Maintenant que tout le monde est prêt, le roi utilise le chemin de la chaîne de montagne, c'est une compétence de téléportation rapide, et en quelques heures, ils atteignent la montagne la plus proche en Corée du Nord. Le système les informe qu'ils ont atteint la montagne du Ryu. Anno dit que ce sort était super rapide et qu'il devrait y aller avant que Sungwo ne finisse tous les ennemis à lui seul. Le roi leur dit qu'il est désolé de ne pas avoir parlé de cela plus tôt, mais qu'ils ne doivent pas seulement se soucier de l'empereur des monstres, il y a un être appelé le dévoreur du monde. Jisuyun s'interroge sur ce dévoreur du monde, le roi explique que c'est l'être transcendantal non identifié qu'ils ont aperçu après avoir vaincu le Dr Yu. Le roi pense que si quelque chose devait éclater cette fois, ce type serait celui à se manifester. Pendant ce temps, de l'autre côté la salamandre lance une épée courbe vers Sungwo. Ce dernier saute en arrière juste à temps pour l'éviter.
La salamandre reprend son épée et déclare qu'il va le déchiqueter et le brûler petit à petit pour son insolence. Sanguo et Salamandre attaquent en même temps. La salamandre est repoussée et utilise sa compétence Flamme Nova, mais Sanguo la part avec sa faux du faucheur. Sanguo se prépare à attaquer cette fois, tandis que Salamandre se prépare à bloquer, il utilise sa compétence spéciale Chaîne de projectiles. La compétence scelle l'arme de la salamandre qui ne comprend pas ce qui se passe. Sanguo lui dit de se préparer car il est l'heure de la boxe. Chaîne de projectiles est un objet de rang héroïque qui s'active après avoir frappé l'arme de l'adversaire 5 fois. Une fois activée, elle scelle l'arme de l'utilisateur et celle de son adversaire pour 5 minutes. Sans perdre de temps, Sanguo donne un coup de pied dans les genoux du salamandre. Ensuite, il enchaîne avec un puissant coup de poing droit qui atterrit directement sur le visage du salamandre. Sanguo lui dit de se préparer car il va être son sac de frappe pendant un moment. Ensuite, Sanguo utilise son raid du crépuscule pour lier la salamandre avec des bandages momifiés. Maintenant que la salamandre ne peut plus bouger, Sanguo lui assène une série de coups de poing en plein visage. Il est assez content d'y aller à main nue et de tabasser ce boss de la sorte. En même temps, la salamandre réalise qu'il n'a pas affaire à un ennemi ordinaire. Il dit « Tu es plutôt fort, que veux-tu de moi, mes terres ou mes trésors ?» Et Sanguo répond en disant « Je veux tes os ». Sanguo lui dit de mourir dans une meilleure posture pour que ses os ne soient pas abîmés. La salamandre choquée, s'écrie que l'intrus veut ses os, il s'enflamme de colère et la forte vague de chaleur fait fondre les bandages qui le retenaient. Sanguo lève les yeux alors que la salamandre prend de la masse et devient plus imposant. La salamandre le défie en lui disant d'essayer de le vaincre encore une fois avec ses poings. Sanguo répond que c'est encore mieux ainsi, mais la salamandre ne comprend pas de quoi il parle. Sanguo lui dit qu'il aurait dû faire cela plus tôt pour qu'il puisse obtenir un squelette de monstre géant et puissant. La salamandre lui dit de revenir à la réalité, car il est maintenant dans sa forme réelle, lui permettant d'utiliser son vrai pouvoir, contrairement à son petit corps. Sanguo sort le mythique éventail de Biyong de son inventaire. Cet éventail augmente l'immunité magique de son utilisateur de 15% et permet au porteur de contrôler jusqu'à 10 fantômes, dont la performance change en fonction de l'affinité de l'utilisateur avec l'attribut de la mort. La description de l'objet indique qu'il contient l'esprit d'un contrôleur de fantômes. Sanguo agite l'éventail dans les airs pour invoquer les fantômes, une notification l'informe qu'il peut contrôler les fantômes et qu'il possède le plus haut niveau d'affinité avec l'attribut de la mort. Sanguo n'est pas affecté par les attaques physiques, il peut contrôler des armes de tout rang et infliger le chaos ou une malédiction à sa cible, il peut également posséder des cibles en dessous d'un certain niveau. Sanguo invoque également ses spectres, ce qui lui confère un effet de synergie grâce au travail d'équipe. Il s'agit d'une synergie de niveau 3 appelée être sans réalité. C'est une synergie de type attribut nécessitant plus de 12 unités de type esprit sous le contrôle de l'utilisateur, et elle augmente la vitesse de déplacement de 30%. Maintenant que Sanguo est libre de contrôler des armes de tout rang, il invoque tout son arsenal depuis l'inventaire, parmi lequel se trouve la grande épée légendaire appelée Léviathan, qu'il ne pouvait auparavant pas équiper. Elle augmente sa force physique de 5 points, son immunité au feu de 10%, et ses dégâts de feu de 10%. En frappant le sol, elle crée une vague de flammes. Cette capacité a un délai de récupération d'1 minute. Sa description précise qu'elle n'a pas encore dévoilé toute sa puissance, d'autres conditions sont nécessaires pour révéler son véritable potentiel. Sanguo demande à la salamandre de ne pas s'inquiéter, car il utilisera beaucoup d'armes en os en plus de cette épée légendaire. La salamandre lui répond qu'il ignore ce que Sanguo compte faire, mais que c'est inutile, car tout fondra dans ses flammes. La salamandre attaque les fantômes, mais cela n'a aucun effet. Les fantômes commencent à l'attaquer en retour. Celui-ci, agacé par leurs attaques spirituelles, tente de les réduire en cendres avec son souffle de flamme, mais en vain, il continue de subir les assauts des armes en os de Sanguo et des attaques des fantômes. La salamandre énervée pense que les fantômes disparaîtront s'il tue leur invocateur. Il fonce donc directement sur Sanguo, qui pense que la salamandre semble n'avoir aucune information sur lui. Sanguo esquive sa première attaque, puis la salamandre enchaîne en lançant des rochers dans sa direction. Sanguo est touché par quelques éclats et tombe au sol. La salamandre lui dit de faire ses prières, puis le bombarde avec sa compétence de flamme, pensant qu'il n'y a aucune chance que l'intrus survive. Mais à son déplaisir, il se rend compte que Sanguo est toujours indemne. Alors qu'il tente de refermer sa gueule, il réalise que Sanguo est dans sa bouche. Ce dernier lui dit qu'il n'a jamais craint ses attaques de feu intenses et lui ordonne de rester sage en gardant la bouche ouverte, il va régler son problème. Immédiatement, il prépare des bombardements démoniaques, qu'il envoie profondément dans la gueule de la bête, ce qui génère une grande explosion. Le boss du terrain, la salamandre, s'effondre au sol, et une notification informe Sanguo qu'il a reçu 28 millions de pièces d'or pour avoir vaincu le boss. Une autre notification lui indique qu'il a obtenu le titre d'éditeur d'esprit, qui augmente son immunité au feu et sa domination spirituelle de 20%, et son endurance de 2 points. Sanguo se demande si ce type était de niveau supérieur au roi de la grande chaîne de montagnes. Il reçoit également le titre de tueur d'empereur, augmentant toutes ses statistiques de 3 points et ses dégâts infligés au monstre boss de 10%.
Avec la mort de la salamandre, le chapitre 4 du courant principal, le débordement du monde déchu, est maintenant terminé. Une annonce plus large sera faite concernant une mise à jour. Tout à coup, Sanguo remarque quelque chose, il ordonne à ses spectres de trouver l'humain qui le surveillait. Il ne sait pas qui est cette personne, mais il veut confirmer ses intentions. En même temps, Sanguo fouille dans ses objets et trouve une pierre d'esprit de feu avancée, bien meilleure que celle qu'il a reçue après avoir vaincu le géant de feu à Pyeongtaek. Cette pierre d'esprit de feu est un matériau de fabrication de rang légendaire, une pierre magique où l'énergie puissante du feu est concentrée. Soudain, tout autour de lui commence à vibrer, il se rend vite compte qu'il a déjà ressenti ce genre de vibration récemment, comme si quelque chose montait lentement des profondeurs. Son intuition était juste, car une immense entité surgit du sol. Cette entité n'est autre que le dévoreur de monde à un œil. Sanguo reçoit une notification lui indiquant qu'un être inconnu le regarde, il est accablé par la pression de cet être d'un autre monde, et toutes ses statistiques diminuent de 50%. Sanguo sait bien que ce n'est pas un ennemi qu'il peut affronter pour l'instant, car il a vu auparavant sa capacité à réduire le Dr Yu en une masse de sang. Une multitude de notifications apparaissent, l'informant que plusieurs portes démoniaques se sont ouvertes dans la zone. Sanguo est stupéfait de voir que le dévoreur de monde peut ouvrir instantanément ses donjons, capable de détruire toute cette région. Il ne peut pas l'arrêter pour l'instant, alors il commence à se retirer. Une dernière notification indique que cette zone a été fermée par une puissance inconnue. Sanguo est maintenant certain que ce dévoreur de monde est déterminé à en finir avec lui ici et maintenant. Au même moment, les portes démoniaques commencent à s'ouvrir les unes après les autres, des monstres de haut rang surgissent comme un tsunami. Sanguo est persuadé que ce lieu sera son tombeau, mais avant qu'il ne puisse l'attaquer, des racines commencent à jaillir du sol. Les racines rattrapent la première vague de monstres et les immobilisent. Quelqu'un semble contrôler ces racines depuis les hauteurs, et cette personne dit « Je me demandais si tu étais en train de faire des trucs sympas tout seul. » Faire une apparition au moment parfait, c'est sa spécialité. Le roi espérait rester en paix, mais si Sanguo s'attaque à cette créature, alors il n'a pas d'autre choix que de fournir un effort. Le roi se précipite vers le dévoreur de monde, le prévenant de baisser les yeux devant lui. Le roi lance une attaque massive, mais elle est bloquée par une barrière de défense, il sourit alors qu'il renforce son poing, puis il frappe la barrière magique une deuxième fois, la réduisant en miettes. Le dévoreur de monde semble paniquer après avoir goûté à la gauche du roi. En même temps, le roi s'enflamme alors qu'il prépare son poing pour une attaque totale. Ce coup de poing semble être très efficace, car il détruit le dévoreur de monde. Une notification informe Sanguo que la puissance du monde a repoussé l'être d'un autre monde hors de la dimension. Sanguo est choqué de découvrir que le roi a expulsé le dévoreur de monde, mais les chemins démoniaques sont toujours là. Sanguo invoque alors ses serviteurs pour éliminer les vagues de monstres, ils reçoivent 500 000 pièces d'or pour chaque monstre de bas niveau vaincu. Sanguo ordonne à ses serviteurs de sécuriser l'entrée des chemins avant que le nombre de bêtes n'explose. Les vagues des chemins démoniaques comportent des monstres plus puissants au fur et à mesure que le niveau augmente, si des créatures comme les gardiens en chef apparaissent en groupe, il ne pourra pas stopper la vague. Il doit décider d'une séquence et les affronter niveau par niveau, mais il y en a trop pour identifier de quelle porte provient chaque monstre. Un autre problème se pose, car Sanguo n'a pas assez de serviteurs pour bloquer toutes les portes démoniaques. Au moment où il semble que ses serviteurs sont submergés, quelque chose explose et repousse les monstres. Cette aide se révèle être Azura Anno et Jizuyun. Il semble que Sanguo et ses serviteurs n'auront pas beaucoup à faire ici. Le roi a jeté quelques-unes des branches de son arbre sur les portes démoniaques, et elles se sont fermées immédiatement. Une notification est apparue, les informant que la puissance du monde fermait de force les chemins démoniaques. Anno était super enthousiaste pour sa performance aujourd'hui, mais il semble que son moment de gloire soit en train de s'en aller. Sanguo attrape une des branches et se demande comment il pourrait fermer les terribles chemins démoniaques. Le roi l'informe que les branches de l'arbre contiennent l'énergie de la montagne, cela permet à une personne de fermer l'ouverture de la porte si elle a le titre de gardien. Sanguo lui demande s'il savait que la situation tournerait ainsi, le roi répond en disant qu'il le savait dans une certaine mesure. Il a découvert quelque chose juste après avoir reçu le titre de roi de la grande chaîne de montagne, grâce à l'énergie de la montagne, il a découvert un être appelé le dévoreur de monde, qui absorbe la terre. Leur but semble être d'absorber les êtres vivants de cette terre. De plus, il savait déjà que le dévoreur de monde ne l'aimait pas, alors il restait vigilant au cas où ce type montrerait le bout de son nez. Sanguo lui demande quelle est la véritable identité du dévoreur de monde. Le roi répond, pour faire simple, c'est un dieu, plutôt un dieu d'un autre monde. Sanguo pense que ce dieu doit être le souverain de la caverne des démons. En plus, cette histoire de caverne des démons est aussi liée au numéro 1, Han Gangsok. Peut-être que ce jeu est basé sur des batailles entre plus de 3 individus, y compris la Terre. Le roi dit qu'en termes simples, c'est comme si un monde essayait d'en dévorer un autre, ou peut-être que c'est une sorte de lien karmique que le système a créé. Peut-être même que le système lui-même souhaite un match quelque peu équitable, puisqu'il a établi des règles pour rendre les choses justes, comme l'énergie du monde, qui empêche l'intervention directe du dévoreur de monde.
Hanno et Jisuyun arrivent à la conclusion qu'ils sont justes comme la société de l'évolution, leur raison de faire de ce monde leur subordonné serait la même, puisqu'ils ne peuvent pas exhiber leur puissance par eux-mêmes et devront utiliser plusieurs marionnettes. Le roi sort quelque chose de sa poche intérieure pour le montrer à tout le monde, il s'agit d'une pierre de prophétie. Sans perdre de temps, ils activent rapidement la pierre de prophétie. La pierre de prophétie les connecte à la fin du monde version mauvais dénouement partie 2. Sanguo apparaît quelque part dans le ciel, il est juste à l'extérieur de la terre, l'observant d'en haut. Sanguo dit que cela semble pareil même après la chute. Seule la partie où la lumière ne parvient pas est plongée dans les ténèbres. Après quelque temps, il découvre qu'il y a quelque chose à la frontière de cette obscurité, et cela ressemble à un visage regardant vers la terre. Après quelques minutes, une sorte d'entité de magma approche la terre, une notification apparaît, leur indiquant que le monde a perdu l'avantage. Et le dévoreur de monde s'approche, déchirant la terre morceau par morceau. Tout, y compris les humains et leurs âmes, disparaît, ne laissant qu'une fin éternelle. Une notification apparaît pour leur dire que c'est l'avenir qui se produira une fois que toute l'énergie du monde dispersé sera détruite. Dans un éclat lumineux, Sanguo et les autres reviennent au présent. Sanguo est littéralement tremblant de peur devant cette fin éternelle, il demande au roi comment ils peuvent arrêter ce mauvais dénouement. Le roi dit qu'ils doivent réfléchir du point de vue du dévoreur de monde, quel serait le meilleur moyen de détruire l'énergie et la force vitale dispersées sur cette terre. Le roi pointe du doigt les morts vivants en disant qu'il propagerait une maladie infectieuse appelée mort, qui s'oppose à cette énergie. Même la société de l'évolution étudiait la mort, mais le roi le rassure en disant qu'il les a arrêtés en risquant sa propre vie. Le roi lui demande ensuite s'il existe un être puissant opposé au dévoreur de monde, qui a pris racine sur cette terre et peut influencer la terre elle-même. Sanguo dit que ce doit être l'arbre monde. Le roi dit qu'il a vu juste, et la dernière fois qu'il a vérifié, Sanguo en prenait bien soin. Le chevalier de la mort interrompt Sanguo en disant qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Maintenant, le nombre de jours restants pour l'épée du dragon est rempli, et la qualification pour faire éclore l'œuf est complète. Sanguo se saisit de l'épée du dragon alors qu'elle rayonne de puissance, une notification apparaît l'informant que le nom de l'épée a changé pour épée dominatrice, une épée mythique à 2 mains de rang A. Elle augmente la force physique de 10 points et ignore une partie de la défense de la cible de 20%. Sa description dit que cette épée est une clé pouvant réveiller un dragon, et un symbole de l'Es pouvant le contrôler. Sanguo est le propriétaire de cette épée, et grâce à ses actions, un nouveau nom lui sera attribué. Sanguo leur demande des nouvelles de l'œuf de dragon. L'œuf éclora dans 47 heures et 59 minutes. Sanguo ne sait pas quoi donner à manger au dragon une fois qu'il éclora, il n'a jamais élevé de compagnon et il n'est pas non plus un chevalier dragon, donc il ne sait rien à ce sujet. Étant donné que Liayon, la cavalière griffon a élevé un griffon, elle pourrait être utile si les choses ne se passent pas bien. Alors, peuvent-ils simplement lui confier les soins de l'enfant? Sanguo dit qu'il est temps de retourner à Suwon, et Jisuyun lui demande ce qu'il devrait faire au sujet de cette personne. 3 personnes observaient le combat de Sanguo avec la salamandre, elle en a capturé une, mais les 2 autres se sont échappés. Sanguo leur dit de bien l'attacher et de l'emmener avec eux, il l'interrogera après avoir réglé les choses urgentes. Après quelques heures, ils sont de retour à Suwon. Toute la ville connaît un boom de la construction, et le lancier Kyongso informe Sanguo que c'est le travail de l'architecte en chef de l'île Gangwa, Monsieur Muyon. Il a la classe d'architecte, une classe de travail qui permet une construction automatique, donc il pense qu'ils n'auront aucun problème même avec le développement des murs. Sanguo lui demande si le monde devient de plus en plus grand, et s'il ne nécessite pas plus de personnel. Le lancier Kyongso répond qu'ils n'ont pas de problème avec cela, grâce au petit groupe de personnes que Sanguo a sauvé du serveur nord-coréen. Sanguo pense qu'il n'est plus nécessaire pour la gestion de la ville et qu'il devrait se concentrer sur ce qu'il peut faire. L'arbre monde grandit d'heure en heure, et son aura couvre de plus en plus de terrain. Sanguo place l'œuf de dragon devant l'arbre monde, il pense que s'il éclot, alors une des conditions pour la quête mythique origine de la race sera remplie. L'arbre monde est actuellement au stade de croissance 1 et a atteint 41%. Sanguo pense que c'est dommage que l'arbre monde soit seulement au stade de croissance 1, il ne sait pas combien de stades il y a, mais cela va prendre beaucoup de temps avant le stade final. D'ici là, il se concentrera sur l'entretien du dragon. Sanguo demande à la cavalière Griffon de quoi nourrir le dragon, et elle est un peu confuse en entendant cette question. Elle avait l'habitude de donner de la viande de monstre découpée à son griffon, et elle dit que peut-être qu'il pourrait faire la même chose pour le dragon. Elle l'informe également que des choses comme le niveau de satisfaction et l'état nutritionnel apparaîtront sous forme de messages pour le maître de l'animal. De plus, les compagnons sont parfois un peu turbulents et peuvent détruire les environs. Sanguo conclut qu'il pourrait avoir besoin d'experts, c'est pourquoi il a fait venir des spécialistes dans chaque catégorie. Monsieur Muyon construira un berceau pour le bébé dragon. Ce dernier dit qu'il a vu comment c'était d'élever le griffon, alors il le rendra spacieux et solide. La mère de Hanno s'occupera de la nourriture du bébé dragon, elle dit qu'elle préparera de la nourriture douce car l'estomac des nouveau-nés est fragile. Elle taquine également Hanno en disant qu'ils doivent au moins élever le bébé dragon pour qu'il soit gentil et bien élevé, bien qu'elle ait échoué pour Hanno.
Sungwoo regarde l'œuf de dragon avec de grandes attentes alors qu'il a tout préparé pour lui. Il dit donc à l'œuf de dragon d'éclore rapidement. Après quelques jours, toute la ville de Suwon est rassemblée autour de l'arbre-monde pour un événement excitant. Les habitants de la ville veulent regarder l'éclosion de l'œuf de près, mais le lancier Kyongso leur dit de s'éloigner car cela pourrait être dangereux. Il ne reste plus qu'1 minute et 48 secondes avant l'éclosion de l'œuf. Ano dit que c'est comme regarder le désamorçage d'une bombe, il ajoute qu'il commette peut-être une erreur et qu'un ancien diable lui ressemblant pourrait sortir de cette chose. Finalement, des fissures commencent à apparaître sur l'œuf de dragon alors que Sungwoo le regarde avec impatience. Tout à coup, l'œuf explose avec un fort boom, et une petite créature ressemblant à un bébé dragon est visible après l'explosion. Le bébé dragon est adorable et il vient d'ouvrir les yeux pour la première fois. Les habitants de la ville trouvent également le bébé magnifique, mais ils s'attendaient à quelque chose d'un peu plus menaçant. Sungwoo est inquiet du tempérament du petit dragon, puisqu'il a éclaté hors de son œuf, contrairement à une éclosion normale. Une notification apparaît, informant tout le monde qu'un être noble est né sur le serveur coréen. Le bébé dragon noir a appris la magie grâce à son maître, leur race possède une intelligence magique exceptionnelle, ce qui leur permet de potentiellement atteindre un rang supérieur grâce à l'application instinctive. Le dragon peut aussi apprendre des magies plus puissantes. Sungwoo est assez impressionné en entendant cela, étant donné que le dragon peut apprendre la magie de son maître, ils ont maintenant 3 liches dans une seule faction. La mère de Ano a préparé un lait spécial pour le bébé dragon. Sungwoo offre le premier repas au bébé dragon, mais ce dernier a un sacré caractère et il repousse le repas avec sa queue, le faisant atterrir sur le visage de Ano. La mère de Ano s'inquiète, car le dragon a un tempérament assez difficile. Ano dit que le dragon, dont elle craignait qu'il lui ressemble, est bien là. Sungwoo décide alors de lui servir du poulet frit coréen spécial, pensant que personne en Corée ne peut détester ça. Le bébé dragon renifle le poulet frit et semble un peu intéressé, mais au lieu de le manger, il en fait son serviteur. Tous les habitants de Suwon sont maintenant certains que le bébé dragon ressemble plus à Sungwoo qu'à autre chose. Quelques heures se sont écoulées pendant que les habitants de la ville tentaient de nourrir le dragon, mais la plupart des aliments qu'on lui a servis ont fini par devenir ses serviteurs. Ji-Yoon dit que le bébé dragon a transformé tous les aliments qui avaient des os en squelettes, tandis que Ano se demande pourquoi le dragon danse, ou peut-être qu'il chante un chant d'incantation. Ji-Yoon ajoute que c'est un soulagement que le bébé dragon mange la nourriture pour bébé lorsqu'il est fatigué de jouer. Le dragon finit par venir vers Sungwoo, et ce dernier pense que le dragon veut peut-être de l'attention. Sungwoo prend le bébé dragon dans ses bras, il a l'air adorable, comme un chaton. Il n'a pas encore de nom, c'est un bébé dragon noir de stade 1, son propriétaire est Sungwoo, et son statut indique qu'il est en très bonne santé. Après quelques minutes, Sungwoo commence à être fatigué de s'occuper de lui, il ne sait pas exactement ce que le bébé dragon veut, mais il doit le gérer comme s'il élevait un bébé humain. Ce petit dragon sera un allié incroyablement puissant, mais pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est transformer du poulet et du poisson en sbires. Tout à coup, le bébé dragon fait une crise et donne un coup de pied à Sungwoo au visage. Ano lui demande s'il a pensé à un nom pour lui. Sungwoo n'y a pas encore réfléchi, et Ano dit que ce bébé super mignon mérite un nom. Sungwoo demande à Ano s'il veut lui donner un nom, et Ano répond qu'il va essayer de penser à quelque chose de cool. Tout à coup, le bébé dragon commence à regarder en l'air, attiré par le bruit d'oiseaux qui volent à proximité. Il active une compétence appelée peur du dragon, qui paralyse les êtres vivants de bas niveau et à faible intelligence. Tous les oiseaux commencent à cracher du sang et tombent. Sungwoo pense que le bébé dragon a peut-être utilisé cette capacité de manière inconsciente. Maintenant, Sungwoo est excité et certain que ce bébé dragon sera vraiment utile et vaut la peine d'être élevé. Pendant la nuit, le lancier Kyongso vient voir Sungwoo pour lui dire que le prisonnier de Pyongyang est mort. Il a ingéré un poison qu'il avait caché derrière ses dents, il semble qu'il voulait éviter de divulguer des informations utiles. Sungwoo demande au lancier Kyongso si le prisonnier était un espion, et Kyongso l'informe que Ano a fouillé dans ses affaires et pense que le prisonnier semblait être chinois. Il ressuscite alors le prisonnier en tant que serviteur pour tirer des informations de son cadavre. Après l'avoir ressuscité, Sungwoo vérifie ses fragments de mémoire, il ouvre les yeux sur un champ de neige, et cela ne ressemble pas à la Corée. L'un des joueurs chinois dit qu'il n'aurait jamais imaginé se retrouver en plein milieu de la Sibérie, tandis qu'un autre se demande ce que ces gens font dans un endroit comme celui-ci. Une joueuse dit qu'ils sont des chasseurs et qu'ils sont en chasse. Le joueur demande ce qu'ils chassent, et la joueuse répond « n'importe quoi ». Un autre joueur demande si l'empereur veut dépasser les frontières du continent et embrasser même les tribus des régions reculées comme celle-ci. La joueuse répond que non, l'empereur n'a pas le temps de se soucier de ces choses, puisqu'il va bientôt conquérir le serveur chinois numéro 2 et réaliser l'unification mondiale. Sungwoo comprend alors que ces personnes sont les subordonnés de l'empereur autoproclamé, qui a déjà conquis le serveur chinois numéro 1. La joueuse ajoute que ce n'est pas le plan de l'empereur, mais un ordre du général Cheng. Ce général a mobilisé des barbares étrangers et leur a ordonné de mettre le serveur coréen en veille. Le joueur masculin dit alors
donc le général veut les monter les uns contre les autres. La joueuse ajoute que ce n'est pas seulement le serveur russe, il essaie aussi de coopérer avec le monstre empereur du serveur nord-coréen. Le serveur coréen devient étrangement trop influent, alors ils doivent déplacer les barbares étrangers et écraser le serveur coréen. Sungwoo pense qu'il s'attendait déjà à des menaces de la Chine continentale, mais il ne pensait pas qu'il commencerait une guerre diplomatique de cette façon. Soudain, les joueurs chinois sont pris dans une tempête de neige. La joueuse ordonne à ses camarades de rester immobiles, sinon ils seront balayés. Après quelques minutes, ils aperçoivent des silhouettes au loin, ces silhouettes se révèlent être d'énormes ours. Les joueurs chinois sont saisis de peur, ils ne savent pas s'il s'agit d'hommes bêtes ou des tigres braves ayant évolué. Un joueur humain semble être avec eux, et il avance. Il s'avère que ce vieil homme est le numéro 1 du serveur russe. Il est un druide, le diable de Sibérie. Le druide leur dit qu'il pue et les joueurs chinois le préviennent de ne pas être trop arrogants envers eux. La joueuse dit qu'ils sont venus pour faire une demande. Le druide s'emporte et dit qu'il connaît bien les humains qui dégagent cette odeur et qu'ils ont des objectifs évidents. Il leur dit simplement de préciser le montant et la cible à éliminer. La scène du flashback se termine ici, mais pas la vidéo, alors tu peux lâcher un like. On veut atteindre les 1000 likes sous cette vidéo, ta contribution nous ferait énormément plaisir. Anno demande à Sungwoo si c'est fini et s'il y a d'autres personnes qui planifient de les envahir. Sungwoo dit qu'il a raison et que cette fois il est content, car ce sont des gens qu'il connaît déjà. Pendant ce temps, au quartier général de la Guilde de la Libération, le procureur est extrêmement en colère contre le système pour une raison précise, il s'avère qu'il a reçu une quête exclusive spéciale. C'est une quête de type assassinat, et son titre dit « Ne répétez pas la même erreur ». Son objectif est d'éliminer Sungwoo, et comme récompense, des points de rang lui seront attribués. Le monde déchu se déversera dans le serveur coréen et l'être maléfique arrogant, Sungwoo, apparaîtra au milieu du chaos au moment propice, et il faudra le tuer avec l'armée des monstres. C'est un ordre, et en cas de désobéissance, des points de rang seront déduits, ce qui pourrait entraîner la perte de divers avantages de faction. En outre, une pénalité de réduction de statistiques sera appliquée à tous les membres, cette pénalité augmentant avec le temps. Il s'avère que c'était une ancienne quête, et le procureur l'a échoué. Une pénalité est infligée à tous les membres de sa faction, et leurs statistiques ont diminué d'un point et continueront de baisser. Le procureur regrette son choix d'avoir rejoint la faction des anges, et il se dit qu'il n'aurait pas dû croire que la faction des anges signifie le bien, simplement parce qu'ils sont représentés comme bons dans les contes de fées.